Bienvenue au Champeau pour cette belle rétrospective Roberto Rossellini. 9 films que vous découvrez ou revoyez. Et ce soir, c'est un film très rare, Inde, Terre-Mer. Et nous avons le plaisir d'avoir avec nous Alain Bergala, qui est auteur de plusieurs livres sur Roberto Rossellini et qui a choisi de vous montrer et de vous parler de ce film. Bonjour Alain. Bonjour. Je commence tout de suite. Oui. Très bien. Bon, ben, j'espère que parmi vous, il y en a qui n'ont jamais vu le film, parce que c'est une des plus belles choses qu'on puisse voir sur un écran. Et c'est un film absolument unique par rapport à Rossellini et tout ça. Donc voilà, j'espère que vous allez vous régaler en le voyant. Bon, dans les années 50, il se passe quelque chose d'assez surprenant. C'est qu'il y a 3 grands cinéastes, 3 parmi les plus grands cinéastes du monde, qui vont faire un film en Inde. Alors, en 1950, c'est Jean Renoir. Jean Renoir atterrit en Inde parce qu'il avait passé pas mal d'années aux États-Unis et il revient en France. Donc, l'Inde, c'est comme une piste d'atterrissage, si vous voulez, pour lui. Rossellini, j'expliquerai après pourquoi lui aussi, c'est une piste d'atterrissage et de démarrage. Et puis, Fritz Lang, à la fin de la décennie, en 1959, revient aussi en Allemagne. Et lui aussi, il fait une station en Inde. Et c'est 3 très grands films. Donc c'est assez surprenant que 3 grands cinéastes fassent 3 très grands films pendant la même décennie, dans un pays qui n'est pas le leur, et dans une culture qui n'est pas le leur. Et très bizarrement, il y a des points communs, qui sont liés évidemment à l'Inde elle-même. Alors Rossellini, lui aussi, il est sur une plateforme, parce que Rossellini, il est dans un des plus sales moments de sa vie. D'abord, il est en train de se faire... La séparation avec Ingrid Bergman est très douloureuse, et elle traîne. C'est-à-dire, c'est pas parce que Rossellini, généralement, il allait très vite, mais là, non, il regrette, etc. Donc, il est psychologiquement dans un assez mauvais état. Et puis, il est en mauvais état partout, parce que du point de vue de sa carrière, il ne trouve plus de producteurs. La critique italienne s'est mise à le détester. Il traîne beaucoup de casseroles, et du coup, il se dit, je vais partir ailleurs. Je vais aller en Inde. Avant d'arriver, il ne connaît pas l'Inde, et il va rester 2 ans. C'est-à-dire, c'est pas juste un petit raid, si vous voulez, il va traverser l'Inde dans tous les sens, il va faire des milliers de kilomètres avec une petite équipe, comme ça. Alors, il y a un raccord très bizarre entre les cahiers du cinéma et le départ en Inde de Rossellini. C'est que Rossellini était détesté de toute la critique italienne à ce moment-là, et par contre, il vient à Paris, et là, il rencontre des très jeunes gens, vous imaginez, en 1957, c'est-à-dire c'était les gens de la future nouvelle vague, et pour eux, c'est leur dieu, c'est-à-dire, du coup, il est heureux de ça, c'est-à-dire il est accueilli, et il rencontre là 2 personnes, enfin en tout cas il a le lien avec 2 personnes, Feridun Oveida, qui était un Iranien qui faisait partie des cahiers, et il embarque avec lui. Rossellini était quelqu'un qui ne cherchait pas les CV, il trouvait quelqu'un de sympa, ils étudiaient avec moi. En gros, ça s'est passé souvent comme ça. Et puis Jean Herman était, à l'époque, avait 24 ans, très très jeune. Il avait fait l'IDEC, mais il n'avait presque rien fait après. Il avait fait il était un peu stagiaire. Et il avait une femme indienne. Et du coup, Rossellini se dit, ça va être bien. Tous les 2, ils vont me piloter. Et Herman, c'est Jean Vautrin. Pour ceux qui connaissent le nom de Jean Vautrin, donc ça a été après un écrivain à succès de polar, enfin, des choses comme ça. Et Vautrin, donc, moi j'étais allé voir Vautrin chez lui à Uzès, et j'ai passé une journée où il m'a raconté le tournage, et il avait pris des notes, il avait fait un journal de tournage, et c'est extraordinaire, parce qu'on voit la folie de Rossellini. Rossellini, par moment, dit, bon, ben, je pars, je veux aller téléphoner à Ingrid, et il revient 2 jours après. Et il dit au chef, bon, tu tournes, tu fais des trucs et tu tournes. Alors, en fait, Rossellini a une idée très très contemporaine. C'est-à-dire, il dit, je vais faire 2 films. Je vais filmer en 16 mm des repérages. Et là, il fait toute l'Inde à peu près. Et il suit à un moment... il a rencontré Gandhi. Et il est assez ami avec Nehru, ce qui est assez bizarre. C'est-à-dire que du coup,
l'autre fait un grand voyage et lui il suit, mais il filme pas ce qui se passe, il filme à côté les paysages, etc. Donc tout ça est tourné en 16 sans son. Et quand il revient en Europe, après le tournage, il monte 2 séries de Rush, qui s'appellent, je ne sais plus, L'Inde vue par Océlie. Et il n'y a pas de bande-son non plus, c'est-à-dire que pour voir le film, il fallait que lui le commente. Et dans la version française est absolument géniale, c'est-à-dire qu'il est assis dans le plateau, il y a les rushs, après il passe et il improvise sur ce qu'il... Enfin, il sait évidemment ce qu'il a tourné. C'est-à-dire qu'il n'y avait aucune possibilité de montrer le film s'il n'était pas là. Donc, je trouve ça assez drôle. C'était quand même une star à l'époque, hein, c'est-à-dire c'était quelqu'un, voilà, le monde entier le connaissait. Alors, ça c'est le premier film. Il n'a pas enregistré les commentaires? Pardon? Non, il n'a pas enregistré. Enfin, si, à la télé, quand il est passé, ça a été enregistré. Moi, je l'ai vu comme ça, si vous voulez. Et on comprend une chose très importante quand on voit ces films-là, c'est que Rossellini, quand on le voit comme ça sur les photos, on se dit, mais comment il a pu avoir une puissance de charme et de séduction pareille? Parce que c'est quand il parle. C'est-à-dire que les photos de Rossellini, où il est inerte, on se dit... et quand il parle, c'est extraordinaire. Donc, cette émission permet de voir comment il racontait, comment il parlait, etc. Et c'était évidemment assez costaud de la part d'un cinéaste d'aller commenter ce film en direct, à la télé, dans le plateau. Alors, il y a ça. Donc, le deuxième film est en 35 mm. Il vient avec son chef-op, Aldo Tonti, qui est un très grand chef-op. Et là, il y a un petit scénario. Enfin, il y a 4 petits scénarios très minimes, parce que Rossellini, la théorie de Rossellini à l'époque, c'est de dire pas de fiction sans documentaire. La fiction doit sortir du documentaire. Et même dans le film en 35 mm, il y a des éléments documentaires, et au montage, comme pour lui ça n'a aucune importance, la matière, etc., enfin, du film, il mélange des fois, vous allez voir, des plans en 16 qu'il a fait comme ça, avec des plans en 35. Alors, le 35 a été un gros problème puisque c'était les Indiens qui devaient lui fournir les caméras. C'était des énormes caméras et elles étaient toujours en panne, ça ne marchait pas, donc il en a bavé. Il en a bavé aussi avec la pellicule qui s'abîmait. Enfin, ça a été... Et à la fin du tournage, il ne voyait plus rien parce qu'il y avait eu son histoire d'amour avec Sonali, qui est une Indienne à qui il avait demandé d'écrire avec lui le scénario. Et ça ne se faisait pas, c'est-à-dire il y a eu un scandale en Inde à tel point qu'il se demandait s'il pouvait rapatrier la pellicule. Et il est parti un peu honteux avec elle, c'est-à-dire bon, il l'a ramené à Rome, mais si vous voulez, il a été accueilli comme un prince quand il est arrivé, à cause de sa réputation de cinéaste et tout. Et il est reparti le contraire, c'est-à-dire il est reparti parce que cette femme était de haute caste, et quelqu'un qui est invité, quelqu'un qui l'invitait fasse une chose comme ça, c'était inacceptable pour les Indiens. Et du coup, il envoyait la pellicule, mais elle ne revenait jamais. Du coup, il ne voyait rien. Enfin, il ne voyait pas. On se dit, c'est pas une chose qui gênait Rossellini, ça, de voir ou de ne pas voir. Alors, c'est un film, donc, il y a 4 petites histoires qui sont dans des lieux différents. Et chaque histoire, vous allez voir, c'est une très belle idée. Il y a une voix off, mais qui n'est jamais la même. C'est-à-dire, il y a le type qui s'occupe de l'éléphant, c'est sa voix off. Dans chaque épisode, il y a un personnage qui prend en charge l'épisode. C'est pas du tout une voix off, si vous voulez, de commentaire. Et dans la version italienne, lui-même, il fait un des personnages, il fait le vieux. Vous allez voir qu'il y a un personnage absolument adorable. Alors, quand il fait ses films, Rossellini dit partout, au cahier, enfin partout, il dit c'est pour effacer le passé. J'en ai marre de ce que je trimballe, de mon passé de cinéaste. Je veux repartir à zéro, et je veux repartir dans un endroit comme l'Inde. Et l'idée, et ça c'est très important, ce film, c'est la préfiguration pardon, de son époque télévisuelle. Il a déjà son projet encyclopédique, télé, et il dit c'est la base. Ça, et il dit, mais ça n'a rien à voir avec le passé. Évidemment, il ment. C'est un film qui a beaucoup à voir avec le passé de son cinéma, notamment sur cette question qui s'était déjà posée au moment de Paisa, c'est-à-dire comment raconter une histoire très ample, qui est celle de la libération de l'Italie.
il ne voulait pas écrire un scénario continu, etc. Il disait, je prends des petits morceaux. Et je donne ces petits morceaux au spectateur, et c'est à lui de reconstituer un peu l'histoire, hein, en l'occurrence de la libération de l'Italie. Donc là, il part exactement du même principe. Il dit, je ne vais pas me mettre à faire un scénario sur l'Inde, ça serait ridicule et disproportionné. Je vais raconter des petites histoires, mais ça suffira. Enfin, pour donner une idée, si vous voulez, de ce que c'est que ce pays tel qu'il l'a découvert. Alors, c'est pas quelqu'un qui... Il n'a pas triché. C'est-à-dire qu'il parle que de ce qu'il connaît vraiment. Il a pris tout le temps, il a pris des mois pour découvrir l'Inde, comprendre, parler avec les gens. Donc c'est pas du tout un film, c'est pas un coup, c'est pas un truc comme ça. Au contraire, pour lui, c'est une base de départ. Alors, par rapport au film précédent, il y a une chose très bizarre dans ce film, c'est finalement Rossellini. Dans les films d'avant, le sujet de sa fiction, c'est presque toujours un couple. C'est le couple. Un homme et une femme, parce qu'il pensait que l'altérité homme-femme lui permettait de parler du monde. Bon, c'est Stromboli, si vous voulez, c'est-à-dire c'était pour lui un point de départ tout à fait puissant. Évidemment, quand il arrive en Inde, personne ne s'attend à ce qu'il raconte des histoires de couple. Quelqu'un qui arrive en Inde et qui découvre l'Inde, et il refait pareil, si je veux dire. C'est-à-dire, dans les 4 scénarios, il y en a 3 où il y a des scénarios de couple, et ma théorie à moi, c'est que c'est un film autobiographique, d'une certaine façon, sur le rapport homme-femme. Donc au départ, il y a la rencontre amoureuse, et déjà, il y a ce qui va lui arriver à lui toute sa vie, c'est-à-dire la rencontre amoureuse. Au début, c'est très beau, tout ça, et puis après, lui, c'est un esclave de son éléphant, parce que vous allez voir, les éléphants, ils travaillent 3 heures par jour, et le type qui s'occupe d'eux, il travaille 8 heures avec les éléphants. On voit le travail. C'est-à-dire que du coup, il a tellement de travail que quand sa femme est enceinte, il la renvoie chez sa mère parce qu'il ne peut pas s'occuper de tout, comme Rossellini. Je veux dire, là, c'est clair que c'est très, très autobiographique, ce rapport, disons, de la difficulté d'être en couple et de faire un travail comme il le faisait lui, et qui lui prenait à peu près lui aussi tout son temps. Alors, ensuite, il y a un épisode qui est très très beau sur la construction d'un barrage, et là c'est clairement Rossellini, le personnage, c'est-à-dire que le type a été embauché pour faire un barrage, il a travaillé 7 ans, il a une femme et il a un enfant, et puis le barrage est fini. Et du coup, on lui dit, ben, tu pars ailleurs sur un autre barrage. Sa femme n'a pas du tout envie de quitter la région où ils se sont installés, mais ils sont obligés, alors il y a des disputes. Ça aussi, c'est très rosselien, c'est-à-dire vous allez voir, le couple du barrage, c'est un couple qui se dispute, etc. Ensuite, il y a un épisode au contraire très apaisé, c'est le vieil homme et sa femme, et là c'est somptueux, c'est-à-dire que vous allez voir, ils sont ensemble depuis, je sais pas, 60 ans, et c'est un couple qui n'a plus besoin de se parler. Et il le dit, le vieux, il dit, on se connaît tellement, on est tellement bien imbriqués qu'il n'y a plus besoin de se dire les choses, on vit la vie comme elle vient. Donc ça, évidemment, c'est pour Rossellini, enfin, il n'est pas le seul, mais l'idée que le malheur vient du langage. Enfin, c'est parce qu'il y a langage qu'il y a conflit, c'est parce qu'il y a langage qu'il y a malheur, etc. Donc pour lui, le couple idéal, ce serait un couple où on ne se parlerait plus, parce qu'il n'y a plus rien à se dire, mais pas de façon négative. C'est-à-dire que voilà, la vie est telle que ça marche tout seul. Donc ça, c'est le 3e scénario de couple. Donc ça veut dire qu'on voit la naissance du couple, les premières difficultés du couple, à cause du travail du mari, et puis la vieillesse, mais la vieillesse, il n'a jamais connu, lui. Le côté apaisé de l'amour, Rossellini, il n'a jamais su ce que c'était. Donc, autobiographie, disons, de lui comme mari, finalement, et ça raconte assez bien ça. Alors, il y a une autre altérité dans le film qui est absolument fondamentale, c'est les animaux. C'est un des plus beaux films que je connaisse sur les animaux. Et en fait, il avait écrit plein d'épisodes. Et il a gardé 4 épisodes, il y en a 3 qui sont sur le couple et 3 sur les animaux. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il a sélectionné les sujets qui étaient les siens, enfin qu'il était vraiment. Alors, sur les animaux, vous allez voir, c'est absolument extraordinaire. Sur l'altérité. Alors, les éléphants, le premier épisode des éléphants, le rapport homme-animal s'inverse. C'est-à-dire l'animal travaille pour l'homme et après l'homme travaille
beaucoup plus pour l'animal, et vous allez voir les plans, c'est somptueux, parce qu'il faut toute la journée qu'il le lave, qu'il le nourrisse, c'est-à-dire que c'est un travail de fond d'avoir un éléphant et de s'en occuper. Donc là, il y a un rapport comment dire, de réciprocité entre l'homme et l'animal. Ce n'est pas un rapport d'exploitation. S'il y en a un qui exploite l'autre, c'est plutôt l'éléphant. Vous verrez dans l'histoire. Ensuite, alors, il y a l'épisode du vieux. Il y a un tigre. Et bon, vous allez voir, c'est un épisode écologique, hein, c'est-à-dire que tout va bien, les tigres n'attaquent pas les hommes, et puis arrivent des ingénieurs avec des grosses machines qui font du bruit, et ça perturbe tout. C'est-à-dire le tigre, qui n'a jamais attaqué personne, attaque quelqu'un la nuit, et lui, donc le vieux, pour sauver le tigre, les autres ont des fusils, ils veulent le tuer, il met le feu à la brousse pour que le tigre s'en aille. Donc là, c'est solidarité avec l'animal. Et le dernier épisode, c'est vraiment une des plus belles choses du cinéma, c'est le singe. Alors le singe, il faut le voir pour le croire qu'il ait fait ça. C'est-à-dire, il s'est dit, pourquoi est-ce que le cinéma est condamné à montrer le point de vue des hommes sur les animaux, et pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas avoir un film qui, à un moment donné, épouserait le point de vue de l'animal sur les hommes? Et c'est extraordinaire. Que, bon, à un moment donné, le singe se retrouve seul. C'est un singe qui, avec son maître, fait des numéros, et les gens jettent des pièces. Il se retrouve sans son maître, et comme il sait faire, il fait quand même ses numéros. Les gens jettent des pièces, mais il ne sait pas quoi en faire. Et alors c'est comme à la manière des héros, c'est-à-dire que quand il veut rejoindre des singes sauvages, il le rejette. C'est-à-dire il n'est plus nulle part. Il n'est plus chez les hommes, puisque son maître n'est plus là, et il n'est plus chez les animaux non plus. Et à un moment, donc à la fin, il est seul, comme ça, et puis à un moment, il va être récupéré, vous allez voir, par un cirque, et là, le plan final, c'est une des plus belles choses que je connaisse dans l'histoire du cinéma. C'est-à-dire, le plan final, c'est le singe qui regarde les humains qui sortent du cirque, et les humains, on ne les a jamais vus comme ça. C'est-à-dire, on ne les a jamais vus. Aucune caméra d'homme a filmé les humains comme ça, donc il y a une espèce de quintessence de l'altérité qui a toujours été le cinéma de Rossellini, l'altérité. Dès ses premiers films, dès Rome ville ouverte, la modernité de Rossellini tient à ce qu'il assume l'altérité, il ne met pas des personnages qui vont bien ensemble, des lieux qui vont bien ensemble. Il a compris ça, il a compris que le cinéma moderne, ça serait l'altérité. Et donc, cette idée d'altérité homme-femme et altérité homme-animal, elle était déjà en germe, disons, dans les films, dans tous ces films, dans les films précédents. C'est pour ça que quand il dit c'est pour oublier le passé, c'est vrai et pas vrai. C'est pour partir sur autre chose, qui va être le grand projet d'après, si vous voulez, de télévision. Mais il est loin d'avoir oublié. Donc, mon idée, si vous voulez, c'est que ce film, c'est à la fois une espèce de récapitulation de sa méthode, de ses principes, de ses sujets, de tous ses films précédents, et ça préfigure évidemment ce qu'il va faire après, c'est-à-dire montrer l'Inde, comment ça marche, comment sont les Indiens, etc. Donc c'est un film, l'Inde c'est à la fois une plateforme d'atterrissage et une plateforme d'envol. Et ça va lui faire du bien, parce que quand il part, il est très mal en point de tout ce qui ne va pas, et il va revenir assez apaisé de ce tournage à Inde. Bon, bonne projection.